Salut, bienvenue au 4e pod de lecture de l'année 2024. Pour le mois d'avril, on reçoit Alain Leclerc avec son recueil de nouvelles, 4 saisons de nouvelles, le second tome. Alain Leclerc a toujours navigué dans les arts. Son père était producteur à la télévision et il a fait ses études collégiales en lettres et en arts à l'Université de Montréal. Imaginez qu'après ses études, Alain a fait son service militaire. Oui, c'est ce que je viens de lire dans sa bio et je savais pas que ça existait encore. Je savais pas qu'il y avait encore des personnes qui faisaient ça. Alain a toujours dessiné, écrit des BD, des scénarios, des nouvelles, plusieurs ébauches de romans, surtout en thriller. Il aime le suspense. Donc, Alain a participé à beaucoup de recueils de nouvelles, beaucoup de concours. Le jour où j'ai tué ma mère, qui est dans le premier de ces deux tomes, de ces deux recueils, il a été finaliste de la sélection du jury sur Short Édition. C'était en France en 2018. Ensuite de ça, Paris Dolly, qui a été finaliste du jury Fictia, qui est un thriller en France en 2019. La Valide en 3 temps, qui a gagné le concours de récit à les raconte au Québec en 2020. La séance d'hypnose, qui a gagné le concours Fais-moi peur à les raconte encore au Québec en 2020. Donc, il n'a pas commencé d'hier et vous allez voir avec la chronique de Alain Lafont que vous trouverez de la qualité dans ce que vous allez découvrir. Alain Lafont, il y a plusieurs choses qui peuvent être dites sur lui. Il est particulièrement connu pour sa trilogie Dreamwalker, donc qui est imprimée pour la 4e fois. Donc, c'est lui qui va vous faire la chronique. Nous allons aussi recevoir, vous la connaissez déjà, Lou Bénédicte, qui est l'auteur invité. Elle n'avait pas encore tenu ce rôle-là. Je pense qu'elle a tenu à date les 3 rôles dans nos podcasts. On est toujours contente de la recevoir. Donc, Lou, qui a son actif Mélange mortel, qui est un roman policier, et Le Petit Prince des Bermudes. Mandat de ça, elle a des recueils de nouvelles, dont Âme en panne, qu'on a déjà parlé, et elle participe à beaucoup de recueils de nouvelles pour des bonnes causes. Alain Lafont. Notre chroniqueur, Alain Lafont, est connu pour sa série Dreamwalker, qui a été publiée de prime abord avec sa propre maison d'édition, qui est, je ne vais pas me tromper de nom, comme, OK, on va mettre une pause. Notre chroniqueur, Alain Lafont, s'est fait connaître avec sa trilogie Dreamwalker, qui a été de prime abord publiée par sa propre maison d'édition, Onirium. Et pour son premier tome, Les Voyageurs de la nuit, il remporte immédiatement le prix d'excellence en édition indépendante en 2013. Avec le second titre, L'Incréé, il est finaliste pour le même prix en 2014. La trilogie Dreamwalker est ensuite réimprimée en 2018 par les éditions Coup d'œil, qui font partie de la famille Goélette, et par les éditions Goélette en 2023. Ils en sont maintenant à leur 4e impression. Je vous les fais rentrer maintenant. Bonjour, avocat, vous 3. Bonjour. Donc, on a Alain Leclerc, Lou Bénédicte et Alain Lafont. Donc, on va commencer avec la chronique de Alain. Donc, Alain, ça va être à toi. Merci. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Je vais commencer avec la lecture de la 4e de couverture de Alain Leclerc. 4 saisons de nouvelles, tome 2. Ce 2e recueil de nouvelles suit les traces du premier tome à succès qui continue de gagner des lecteurs et des lectrices. Dans celui-ci, on retrouve le même florilège de nouvelles.
des histoires très courtes, des nouvelles et une novella. Le suspense sous plusieurs formes est à l'honneur dans ce deuxième tome, du récit impudique au fantastique en passant par le thriller. Toujours avec le même souci de divertir, de déranger et de surprendre. 4 saisons de nouvelles, tome 2, rassemblent des histoires percutantes rédigées avec passion, qui prendront vie dans la tête et le cœur des lecteurs et des lectrices qui risqueront s'y aventurer. Pardon. Donc, juste pour vous remettre en contexte, pour ceux qui ne me connaissent pas, et pour la mise en contexte en tant que telle, j'ai rencontré virtuellement Alain Leclerc il y a un bon bout de temps, depuis avril 2020 environ. À cette époque, j'avais participé à une table ronde sur l'édition indépendante et on avait échangé un petit peu par Facebook. Je ne l'ai rencontré qu'en personne, que dans une activité l'été dernier, le cocktail littéraire de Joliette. C'est à cette occasion-là que j'ai obtenu une copie de son premier livre, 4 saisons de nouvelles, tome 1, que j'ai d'ailleurs commenté un peu plus tard, là, pas très longtemps après le salon. Et forcément, ben, cette chronique-là va ressembler un petit peu à la précédente dont j'ai repris certains points qui sont toujours pertinents pour ce second recueil. Je suis auteur, mais également éditeur. Donc, même si ma maison est pour le moment inactive, ça l'a façonné mon regard et changé ma façon de lire. Je me contente pas de remarquer la qualité du contenu, je regarde aussi la qualité du contenant. Et pour cette raison, je vais prendre le temps de toucher un aspect qui est à peu près toujours ignoré dans les chroniques en temps normal et que moi je trouve important, celui de l'aspect technique. Est-ce que le livre a fait l'objet d'un travail éditorial? Est-ce qu'il présente une qualité professionnelle ou bien pas du tout? Je suis un fervent défenseur de l'édition indépendante. J'ai commencé dans ce domaine-là. J'ai vu les bons côtés, les mauvais côtés, les deux extrêmes. Je suis très réaliste sur la réalité de l'industrie. La qualité du travail éditorial, comme la révision, la correction, la mise en page, c'est très variable d'un auteur à l'autre selon les ressources disponibles. Ça peut être des ressources financières, humaines. Elle dépend encore plus de la motivation de l'auteur à produire un travail de qualité. Il est extrêmement facile aujourd'hui de publier sur Amazon et il est extrêmement tentant de miser sur la quantité de texte et la vitesse de publication plutôt que la qualité. Alain Leclerc n'est pas tombé dans ce piège-là. La qualité éditoriale est au rendez-vous. Le tome 2, comme le premier, le tome 2 ne semble pas être un travail d'amateur, le premier ne l'était pas. Le travail qui a été fait est tout à fait professionnel, que ce soit au niveau de la révision, de la correction, de la mise en page. Le genre de travail qui se démarque avec honneur et qui donne bonne presse à l'industrie indépendante. Puis ça, moi, ça me fait du bien de voir qu'un auteur indépendant ait ce genre de souci, de professionnalisme-là, et ça mérite, à mon avis, d'être souligné dans une chronique. Sur la forme du contenu, bon, je suis devenu un lecteur qui est particulièrement difficile à satisfaire depuis que j'écris moi-même, j'en suis conscient. À force de chercher mes propres failles pour les corriger, ben ça devient un réflexe aussi de chercher, de les trouver en lisant les textes des autres, même si je sais que ça ne paraît pas généralement dans les chroniques que je fais. Dans 4 saisons de nouvelles, aussi bien le tome 1 que le tome 2, j'ai pu profiter de ma lecture de façon paisible parce que je butais pas sur ce genre de failles-là. Alain Leclerc utilise le mot juste, pas celui qui sonne juste. C'est pas facile. La différence est parfois subtile, mais lui, il réussit. Au-delà de la qualité du travail, il y a celle des textes. Puis là, j'arrive là où est-ce que la plupart des chroniqueurs se concentrent. À travers les courtes nouvelles, Alain traite de sujets parfois sensibles, parfois difficiles, mais à chaque fois, il réussit à distiller avec une précision quasi chirurgicale l'émotion du personnage au cœur de son récit. Chaque tir atteint le centre de la cible, sans exception. L'auteur, je l'ai dit pour la chronique du premier tome, et je vais le répéter une deuxième fois parce que ça reste une vérité, l'auteur est en parfait contrôle de sa plume. Tous les auteurs peuvent écrire avec la tête. Certains n'écrivent qu'avec la tête et ça donne ce que ça donne. Il y en a d'autres qui écrivent avec le cœur. Ceux-là peuvent se démarquer. Puis là, peut-être que je vais dévoiler un secret d'Alain et j'espère qu'il va me pardonner si c'est le cas. Je pense qu'il y en a une minorité qui sont capables d'écrire avec quelque chose de différent. Ils peuvent écrire avec la tête, avec le cœur, mais aussi avec leur cicatrice, celle qu'on ne voit pas en surface. Puis c'est beaucoup plus subtil à percevoir, c'est beaucoup plus difficile à remarquer.
C'est comme une épice qui passe inaperçue pendant le repas, mais qui revient chatouiller les papilles dans un arrière-goût qu'on n'attendait pas après le repas. Alain Leclerc est de ces auteurs-là. Du moins, c'est ma perception. Dans les thèmes libres en particulier, j'ai ce sentiment qu'il laisse transpirer dans sa plume un aspect beaucoup plus intime de son vécu, un aspect qui est enterré bien profond. Ce qui fait tout ça, ce qui fait que je suis impressionné, et ça, c'est très rare. C'est très rare de ma part d'être impressionné devant la plume d'un auteur. Et ça fait aussi que ces lectures-là, autant le tome 1 que le tome 2, sont des coups de cœur pour moi, des vrais. Alain Leclerc, malgré les critiques élogieuses, n'a pas jusqu'ici, mais il n'a pas affiché un ego démesuré. Il est resté profondément humain et bienveillant. Puis la bienveillance aussi, c'est une autre chose que je trouve important de souligner. Alain Leclerc fait partie de ceux qui peuvent naviguer dans des eaux parfois pas très propres. Et soyons honnêtes, là où il y a des égos, un milieu qui est rempli d'égos, c'est un milieu fertile en conflit. Mais Alain navigue dans ces eaux-là sans être éclaboussé et tout en laissant un sillage sans remous derrière lui. Alain Leclerc vient comme ça. J'admire la plume de l'auteur, j'admire également l'auteur lui-même. Si vous vous lancez à l'assaut de 4 saisons de nouvelles, tome 1 ou 2, soyez conscient qu'il est possible que vous ressentiez un certain malaise face à un récit ou un autre. C'est normal. Parce qu'un auteur comme Alain va aller farfouiller un petit peu dans les coins sombres où généralement on n'ose pas regarder. Dans les coins sombres de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, de nos expériences. Ça peut réveiller des sentiments qui sont profondément enfouis, des émotions qui sont parfois inconfortables, reniées ou oubliées. Par conséquent, certaines nouvelles vont peut-être vous amener une certaine réflexion personnelle, parce que sa fiction, elle frappe très près de la réalité de bien des gens. Ça conclut ma chronique. Merci, Alain. Quelle chronique merveilleuse. On va revenir avec Alain Leclerc. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur, justement, la chronique en tant que telle? Je suis soufflé. En fait, Alain avait des commentaires similaires pour le premier tome de 4 saisons de nouvelles. Puis je voudrais d'abord aussi te remercier, Pascal, de m'avoir invité à ce podcast. Et avec l'invitation, je me suis demandé quel chroniqueur, vedette, star, mes coups de cœur, j'aurais aimé avoir. Ils sont là tous les deux. Il y a Alain Lafont et Lou Bénédicte qui sont pour moi des personnes très, très importantes dans mon parcours. Alain, c'est un vrai coup de cœur au niveau humain, mais aussi en tant qu'auteur. J'ai déjà révélé que certaines histoires que j'avais écrites, j'avais arrêté d'écrire parce que lui avait fait une histoire similaire et en 100 fois mieux. Mais aussi, Alain, pour résumer, en fait, Alain, il parle de bienveillance. C'est lui-même quelqu'un qui donne au suivant, justement. Moi, c'est très important d'avoir autour de moi des gens qui sont déjà plus avancés, plus loin. Alain a eu un très, très grand succès avec sa série Dreamwalkers, qui est en réédition et qu'on peut trouver partout. Je l'ai vu encore en fin de semaine au Walmart, un peu partout. C'est vraiment un homme justement qui est humble, mais qui travaille très fort à ses romans. Puis pour moi, c'est un mentor, en fait. Puis pour la chronique, Alain a ciblé très, très juste. Il a vraiment ciblé, il a vraiment très, très bien compris ce que je faisais avec 4 saisons nouvelles, tome 1 et 2. J'ai rarement vu quelqu'un qui avait, peut-être Lou ou quelques autres, qui avait vraiment mis le doigt sur ce que je faisais. Puis qui avait, c'est ça, qui avait des commentaires qui me touchent profondément, finalement. Surtout venant de gens avec le talent que Lou et Alain ont, finalement. Je suis un peu soufflé, fait. Je cherche un peu mes mots, mais c'est vraiment, je suis ému aussi en même temps. Parce qu'en fait, moi, j'écris, puis comme le mentionnait Alain tantôt, il y a beaucoup de pièges. Depuis un an, j'ai côtoyé et vécu certaines choses, mais pour moi, l'écriture est à la base et les contacts humains aussi. Moi, j'aime ça, jeter des ponts entre les auteurs,
J'ai préparé un paquet de trucs, j'ai fait des lives, je m'occupe maintenant de une couple de salons passagers, de recueils. Et puis, je me rends compte à quel point, justement, c'est très, très important, l'esprit communautaire pour les auteurs indépendants, euh, avec toujours l'écriture en premier. Alors, je suis même content de la chronique que je viens d'entendre, finalement. Ben moi, je dois avouer que, wow, je pense qu'il n'y a pas plus. Mais je le savais au départ quand tu m'as dit, je vais demander à Alain Lafont de venir faire la chronique. Là, déjà, je me suis dit, wow, les deux Alain, là, je veux dire, je suis gâtée. Puis que là, quand il est arrivé, puis tu dis, ah ouais, on rajoute Lou là-dessus. Je dis, regarde, ça va être un pod de lecture assez exceptionnel. Puis c'est bien parti. Si je peux m'introduire maintenant, j'ai beaucoup aimé qu'Alain Lafont aille dans l'axe travail, qualité de la structure, réflexion aux propos, avant de nous livrer un récit qui soit vraiment prenant sur le plan sensoriel, sur le plan émotionnel. Moi, j'ai découvert Alain ici, là, parce qu'il y a des textes sur des plateformes et déjà, ce sont des textes qui ont été sélectionnés parce qu'il les a soumis à des concours, à des comités et je ne le connaissais pas. Puis j'écrivais en commentaire, mais pourquoi tu ne publies pas ces textes-là tous ensemble? Parce que je trouvais qu'il fallait jouer au détective là, pour le découvrir, alors que manifestement, il y avait une quête de qualité. Il y avait une reconnaissance déjà d'avoir été primé sur ces plateformes-là pour ces textes. Et j'étais très contente de voir arriver le tome 1, 4 saisons de nouvelles. Même si je connaissais 2 ou 3 textes, j'ai mis la main dessus dès qu'il était prêt. Puis dans les 2 nuits qui ont suivi, je l'ai assommé de mes analyses parce que quand je construis une histoire, moi, je n'ai pas peur de dire qu'il faut lire énormément et qu'il y a des archétypes, il y a des structures qui font qu'on ne se perd pas quand on écrit une histoire parce qu'on emprunte un sentier qui a été éprouvé et on apporte soi-même le propos qui nous tient à cœur. Et je suis toujours dans ce jeu avec Alain Leclerc de chaque texte, je lui envoie là. Ah, j'ai vu ça, j'ai trouvé cette structure-là, j'ai fait une association. Peut-être que je me trompe, mais je sais la richesse du travail qui est sous-jacent à ces textes. Ça m'amuse beaucoup. Puis aussi, l'expérience, elle est là, elle est complète. On lit une histoire, on s'en va dans une direction, il est habile, il nous prend le cœur et là, tout à coup, il nous envoie ailleurs. Puis moi, j'appelle ça le tour de sèche-linge, là, parce qu'en un si court laps de mots, de pages, on a réussi à être happé et berné. Et quand on atterrit, on dit, ben, il avait raison. C'est là qu'il fallait aller. On a un thème qui est proche, qui est le thème de la filiation. Quand Alain disait parfois on va dans les blessures ou dans les cicatrices, c'est important aussi pour un auteur de ne pas avoir de tabou, de savoir travailler sur ces dimensions-là, qui sont universelles aussi, là, parce que qui n'a pas une filiation avec quelques bobos et quelques amertumes, des joies aussi. Donc ça, moi, j'ai trouvé que j'avais été abondamment servie avec le tome 1, puis toute l'année, j'ai été aux aguets, j'étais envieuse aussi de voir ces textes dans tous les collectifs auxquels il collaborait et ceux qu'il a initiés de son côté. Puis j'ai été touchée quand il m'a demandé d'écrire la préface de 4 saisons de nouvelles, tome 2. Et là, je me suis dit, oui, mais à la condition de voir les textes que je n'ai pas lus. Et là, j'ai eu droit aux textes que je n'avais jamais lus. Et ben là, j'ai le goût de vous lire la préface parce que ça ressemble un peu à l'analyse que Alain Lafont fait, c'est-à-dire que quand on écrit soi-même, quand on est en processus éditorial et qu'on n'a pas une maison d'édition reconnue qui nous apporte toute l'équipe qu'il faut,
Bien, on apprend à être pointilleux, à être critique envers soi-même, parfois sévère. Et moi, c'est certain qu'Alain, pour moi, il est dans une classe à part. Il donne des conseils aux autres, c'est très important parce que il le fait bien. Puis les gens veulent arriver à un résultat qui ressemble à du Alain Leclerc. Alors, pourquoi pas poser les questions au maître. Alors, j'ai ma préface s'appelle moi j'aime les allitérations. Alors, thème, trace, tension et talent. J'ai adoré le recueil 4 saisons de nouvelles, tome 1. Je me sentais chercheur d'art, émoustillé d'avoir déniché ces perles d'écriture sur diverses plateformes, d'avoir vu prendre forme son premier recueil et d'être témoin de son succès. Aux aguets, je m'excite de saisir les pépites au fond du tamis, en le suivant de projet en projet avec attention, pour ne pas dire en attente et envieuse. Profitez bien du tome 2. Qu'ont en commun les thèmes d'une conversation d'un père avec sa fille dans une salle d'attente, du rappel que le grand Houdini n'est pas immortel, de l'allégorie d'un lutin de Noël ayant ses propres ambitions, de la crise d'un couple ayant un effet traumatisant sur leur enfant, de la relation amour-haine entre un fils et son père, de la peur du vide, de la perte de la mémoire qui se drape de dignité et de la leçon de vie ultime, on n'échappe pas à son passé. Il y a les traces du propos intime de l'auteur, l'ingéniosité de ses trames pour aménager un parcours détonnant et camper un univers troublant ou touchant. Il y a la tension dans la construction pour dérouter le fil des pages et prendre en otage le lecteur et la lectrice. Il y a le talent quand tout est imbriqué et cadencé. Alain Leclerc nous fait aimer profondément la nouvelle. Il maîtrise ce genre exigeant. La concision du propos appelle le rythme, quitte à déconstruire la temporalité pour nous piéger. Alors, je pense à Schadenfreude, qui m'a bien impressionné. Là, je lui ai fait un courriel immensément long. Là, j'ai pris toutes les phrases de chaque fin de segment, puis j'ai dit, j'ai compris. Les dilemmes et les conflits étourdissent les protagonistes. Ils sont pris au piège ou empatouillés dans l'auto-sabotage. Vous le savez, je le sais, on est parfois notre pire ennemi. Alain manie l'écriture sensorielle. On sent les émanations de la peur ou du désir. On respire ou on subit l'apnée. On capture les battements ou les ratés du cœur. Je pense à un nuage de fumée ou le chaton de Samuel. Avec brio, il ajuste sa prose au décor qu'il dispose pour nous dépayser, comme en fait foi le ton suranné des textes, le sourire oblique de la veuve, et l'autre texte, un nuage de fumée. Sur un plan contemporain, il exulte l'esprit du temps. Je pense à Mathias. Je pense à Sans faire de bruit. Et deviens-tu ce que tu as voulu? Il crée un contraste saisissant pour célébrer des émotions universelles. Parfois, un texte vous donne le tournis, quand la dernière phrase est l'écho de la phrase d'ouverture, et que le pire est survenu entre les deux. Voilà le truc qui me branche lorsque j'écris une nouvelle. Je me délecte du cycle de sèche-linge, subi à la lecture dans les replis du malheur, faisant oublier l'incipit, la proposition d'ouverture, pour une fin froissée. Je vous invite à savourer les histoires qu'il réunit dans le second recueil, en cherchant à les associer aux trames qui font pulser la peur de l'abandon, le monstre en soi, le sacré poids de la filiation, le poison de la culpabilité, la fatalité d'être l'artisan de son malheur, le prix à payer pour se venger, le monstre de la peur engendré par nos perceptions, sans bouder le plaisir de la leçon intemporelle de l'arroseur arrosé. Alors, c'est une promesse. Bientôt, je mets la main sur le tome 2. Je le craque. J'aurai une dédicace, c'est une évidence. Et je vais tout relire. Je vais tout relire. Comme dit Alain, pour le voir tout beau, mis en page.
alors que je sais que le contenu est bien maîtrisé. Alors, merci Alain, bravo. Puis continue d'être un maître des nouvelles parce que c'est un beau genre. Il faut l'aimer, il faut qu'on en soit des artisans pour le faire rayonner. Il est un petit peu boudé par les temps qui courent, mais c'est une belle façon de déployer nos thèmes et nos coups de cœur. Ben, merci. Merci, Lou. C'est comme, oh, wow. Wow! On fait 2 chroniques dans une. Mais c'est vraiment le fun. Moi, je veux dire, je trouve ça triste qu'il ne soit pas encore sorti. Vous me donnez tellement le goût de me garocher dedans. Mais bon, de toute façon, je me fais violence pour ne jamais lire un livre qui va chroniquer avant la chronique. Donc, je vais commencer avec la première question pour Alain Leclerc. Là, on n'a pas le choix de dire ses noms de famille. Il y a combien de nouvelles dans ton tome 2? C'est une excellente question. Il y a une dizaine de nouvelles, en fait. En fait, il y a des très, très courtes nouvelles, puis il y a une novella à la fin qui a à peu près 60-65 pages, qui s'appelle Schadenfreude, qui donne à peu près 230 pages au total. Puis, ce que j'aime faire, comme j'ai fait avec le tome 1 et 2, c'est que je fais une courte introduction à la nouvelle pour expliquer d'où elle vient, dans quel recueil elle se retrouve, si elle se retrouve dans un recueil, puis quelle a été l'inspiration, juste une anecdote d'écriture, pour mettre les gens en contexte. Puis ce que j'aime aussi faire, ça s'appelle 4 saisons de nouvelles, c'est pas pour être poétique, c'est vraiment parce que c'est dans plusieurs genres différents. Ce que j'aime, c'est que le lecteur il sait pas trop à quoi s'attendre d'une nouvelle à l'autre. Il peut passer d'une nouvelle d'un thriller à du fantastique, à du dramatique. Alors, il y a comme à chaque page qu'on tourne, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Puis ça fait partie d'un de mes plaisirs à plusieurs niveaux, de pas justement aller dans des sentiers battus ou dans des attentes préconçues, là. Donc, je veux surprendre. Même des fois, dans le texte d'introduction, je m'amuse. Ça paraît presque pas, des fois, juste à amener les gens vers une direction, mais quand on lit le texte, on s'en va complètement ailleurs. J'aime ça, surprendre le lecteur. Parce que j'ai peut-être lu beaucoup, beaucoup de choses qu'après 10 pages, je savais exactement où on s'en allait. Même quand j'écris des nouvelles, je suis très, conscient de ne pas aller avec mon premier réflexe. Je veux pas que la nouvelle, si je m'en vais dans une direction, je doute beaucoup quand j'écris. J'ai beaucoup de réflexions intellectuelles dans le sens de concevoir une nouvelle toujours en essayant d'aller, de montrer le revers de la médaille ou un autre point de vue que ce qu'on voit généralement. Donc, souvent, une nouvelle, ça prend une longue gestation, mais un coup que le thème puis l'angle est trouvé, souvent c'est très, très rapide comme écriture. Après commence la réécriture. La réécriture est très importante aussi pour moi, pour nouer tous les fils rouges, puis amener un peu plus de détails dans la prose, etc. Donc, c'est à peu près ça. Éclaire un petit peu mon ignorance, mais c'est quoi une novella? Une novella, c'est un mi-chemin entre la nouvelle et le roman. Une nouvelle, habituellement, c'est une unité de lieu, une unité ou très, très peu de personnages, puis une unité de temps. La novella, ça ressemble à un roman, mais en très, très court. La novella Schadenfreude, qui veut dire, en fait, c'est un terme de psychologie qui vient de l'allemand, qui est quelqu'un qui se délecte du mal ou du malheur d'autrui, si on veut. Puis est inspiré de L'envol du diable de Pierre David, parce que c'est ce texte qui se retrouve dans L'Infernale Pureté, volume 2 de Pierre David, dans lequel on explore vraiment le mal ou c'est très, très sombre. C'est la nouvelle la plus sombre que j'ai écrite. Ça se passe carrément à Guantanamo Bay avec un prisonnier qui se fait torturer.
Mais on voit l'envers de la médaille, en fait. C'est ça que je voulais montrer avec cette nouvelle. Donc, cette novelle-là est en plusieurs lieux. On voit plusieurs personnages dans différentes, pas époques, mais en fait différents temps. Puis c'est ça, c'est à peu près 65 pages. Donc, c'est beaucoup plus long qu'une nouvelle classique, là. Mais Alain a aussi un bagage, il se nourrit de d'autres structures narratives. Il est féru de cinéma, de la bande dessinée, la musique. Et quand on est soucieux là, de comprendre toutes ces constructions-là, on fait des emprunts qui sont subtils et qui sont très riches quand on écrit. Sinon, là, je veux dire, on va se le dire, on fait de l'imitation. On ne fait que régurgiter la culture populaire qui nous a façonnés, alors qu'apprendre les langages, ça nous donne une distance. Et là, on dit, ah, là, je connais le papier à musique, je vais aller là. Je connais une structure de fable, je vais aller là. Donc, c'est vraiment tout un bagage. Puis, Alain, il livre ça par petits bouts. Il fait bien des blagues, là, mais on finit par comprendre que il y a un parcours de plusieurs horizons. Puis, il est capable d'utiliser tout ça comme autant de ressorts pour nous faire des bonnes histoires. Puis franchement, quand tu vas lire tome 1 ou tome 2, quand tu termines une nouvelle, tu as l'impression d'avoir vu un film. Puis tu peux arrêter puis dire, je vais digérer, là, parce que je veux absorber ça, puis me faire de la place avant d'entrer, pousser la porte et aller ailleurs. Parce qu'à chaque fois, on va changer d'univers. Puis c'est vrai que les univers sont différents, le ton est différent, l'émotion, où est-ce qu'il nous amène est spécifique. Donc, c'est très condensé. Puis, mais c'est quand on sait travailler sur les structures et qu'on a tenté plusieurs langages qu'on arrive à ça. Et c'est le travail. Oui, parce qu'on dit souvent que l'écriture, c'est la réécriture, en fait. Puis c'est vrai, Lou, elle a tout à fait raison. Moi, je viens plus du cinéma. Mon père était producteur de films, donc j'ai goûté à ça très, très jeune. Puis des producteurs télé québécois, c'est pas Hollywood, mais c'était quand même très créatif à la maison. Et c'était mes premiers amours, en fait. J'ai vu beaucoup, beaucoup de films. J'ai étudié jusqu'à l'université en cinéma et en lettres. Mais à force de voir les grands maîtres, que ce soit en littérature ou en cinéma, souvent, c'est très, très aussi, ça donne le vertige. Parce qu'on dit, qu'est-ce que j'ai à dire, moi, quand j'ai lu tant d'œuvres aussi importantes? Donc, c'est pour ça qu'à chaque nouvelle ou à chaque texte que j'écris, il y a un thème, il y a un angle, mais ça vient toujours, ça, c'est là-dessus qu'Alain, je trouve, Lafond a misé très, très juste. Ça part aussi de l'intérieur. Il faut que je vive avec le personnage, même s'il vit des choses terribles. Je peux pas rester en surface. Puis j'aime pas les univers manichéens. J'aime pas quand c'est tout bon ou tout blanc, tout noir ou tout bon, tout mauvais. On a toute une part d'ombre ou de ténèbres en nous, si on veut, jusqu'à un certain point, bien sûr. Puis j'aime explorer ça. Puis j'aime que les personnages soient incarnés. Puis que l'histoire surprenne. Tu sais, ça, c'est pas de la thérapie non plus. Il faut que ça soit divertissant. Il faut qu'on accroche, qu'on se soit surpris. Donc oui, j'ai un background, comme Alain disait, il parlait de cicatrices, c'est vrai, ça vient de l'intérieur. La filiation, pour moi, est très, très importante pour des raisons très, très personnelles. Alain a vu très juste là-dessus. Mais je soupçonne que lui aussi, quand on lit ce qu'il écrit, un peu les mêmes réflexes. D'ailleurs, moi, je profitais du podcast, pas juste pour tourner justement la caméra vers moi, mais parce que j'ai deux, justement, personnes qui sont beaucoup plus avancées que moi, ou peut-être trois, parce que Pascal, je connais un peu moins. J'aimerais connaître le processus d'écriture, d'où viennent les idées, comment sont-elles développées pour mes deux collègues ou même avec Pascal. J'aimerais faire un tour de table, si on veut, même si on n'est pas autour d'une table, pour savoir d'où viennent... à partir, comme je sais qu'Alain, lui, il s'inspire de ses rêves. Je serais très curieux de savoir le processus d'écriture de mes collègues. Ben, c'est une très bonne question. On va ramener Alain Lafond en avant.
J'essayais de placer un petit quelque chose depuis tantôt. Si je peux prendre 30 secondes, par exemple, avant, sur Alain Leclerc, parce que ce qu'il vient de dire à propos de sa famille, puis à propos de son vécu, puis que tu as grandi dans le cinéma, tout ça, ça m'explique des choses aussi, parce que ta novella a une technique qu'on ne voit pas souvent chez les Québécois. On le voit pas dans les nouvelles, parce que les nouvelles, comme tu le dis, c'est un temps, un lieu, une scène, c'est court dans le temps. Ta novella permet de développer plusieurs scènes, plusieurs points de vue, et tes scènes, au Québec, la scène, c'est souvent un lieu, un temps, puis ça s'arrête là. Puis des fois, les gens vont mélanger 2-3 points de vue dans la même scène, puis là, le lecteur, il ne sait plus dans la tête de qui est rendu. Ça, moi, c'est quelque chose que j'essaie d'être indulgent, mais que j'apprécie énormément chez les best-sellers en général, et une technique que j'ai essayé de reprendre dans les miens et que j'ai remarqué de ta part, Alain. Parce que dans ta novella, tu as des scènes, et tes scènes, c'est un lieu, un point de vue et un temps. Donc, si tu changes de point de vue de personnage, tu changes de scène. Et ça garde le lecteur directement dans l'histoire. C'est une technique qui démontre encore une fois la maîtrise de la plume qu'on a rarement au Québec. Et quand je dis rarement, là, je parle pas juste des auteurs, même les correcteurs, des fois, ils reconnaissent pas cette technique-là, puis ils nous posent des questions parce qu'au début, ils comprennent pas qu'est-ce qu'on est en train de faire là. Fait que c'est quelque chose qui est tout à ton honneur, et je voulais le souligner également, mais ça explique. Merci. Ouais. Puis effectivement, moi, mon inspiration, c'est des rêves que j'ai un trouble du sommeil qui s'appelle la narcolepsie, qui fait en sorte que je rêve plus que la normale, que je m'en souviens plus longtemps, que j'en fais plus par nuit. Des rêves qui sont peut-être différents de la majorité, plus olé. Je suis pas toujours dans ma peau, je peux être dans la peau de n'importe qui, un homme, une femme, un jeune, un vieux. Fait que je vis ça de façon très, très diversifiée. Et même si un rêve sur 100, c'est une idée de roman, une bonne base, je fais des rêves lucides aussi. Je suis capable souvent d'exploiter l'idée, de me concentrer sur une scène pour essayer d'extirper chaque élément important pour m'en souvenir le mieux possible en sachant que je vais me réveiller bientôt. Ça permet de faire une base, un squelette, une base à un texte, là. Puis c'est comme ça que je fonctionne. Pour le reste, le fonctionnement, moi, je m'assois dans le clavier. Je fais partie de ceux qui ont la chance d'avoir presque pas besoin de réécriture. De toute façon, ma première trilogie 1800 pages, s'il avait fallu que je réécrive 1800 pages, ça m'aurait pris 15 ans à la sortir. Fait que, mais je fais partie de ceux qui ont cette chance-là de ne pas perdre des bouts, de réussir à rattacher toutes les ficelles au fur et à mesure. Mes personnages ont le contrôle, je les laisse faire, puis ça se résume pas mal à ça. Là. Mais je crois que je me sens assez proche d'Alain dans le sens où moi, j'avais pas. Parce que moi, c'était pas un rêve de vie, puis c'était pas un rêve de nuit d'écrire. C'est parce que mon conjoint, Ben Maurice, lui, il avait travaillé longtemps sur des projets, puis pour essayer de me garder dans une retraite où est-ce qu'on serait encore solidaire d'un projet commun, ben, il me dit, viens faire une série policière avec moi. Puis, sur le coup, moi, j'aimais beaucoup lire des polars et des enquêtes, et je me suis dit, je me rappelle, dans ma vie avant, on faisait beaucoup de développement professionnel, puis chez les écrivains, il y avait des formations sur les genres, puis tout le monde disait, les romans policiers, il y a beaucoup de règles à suivre. Et là, moi, je me suis dit, même si je n'ai pas d'inspiration, s'il y a des règles à suivre, moi, je vais suivre les règles. Puis, de toute façon, Ben Maurice avait toute son équipe d'enquête, il y avait les énigmes, il y en a 6-7 là, qui vont faire autant de romans. Mais, quand j'ai commencé à écrire le premier thème, la première enquête, qui s'appelle Mélange mortel, là, j'ai réveillé chez moi mes fils rouges de l'affiliation, c'est-à-dire que on est conditionné d'où on vient, on est conditionné par la distance qu'on prend par rapport à certaines normes qu'on nous a inculquées. Ça vient de l'éducation, ça vient de nos cercles d'appartenance, nos cercles de référence. Puis l'autre fil rouge, c'est les représentations, c'est-à-dire qu'on lit le monde selon la construction qu'on s'est fait, puis
Si on est heureux, c'est parce qu'on a un schéma de pensée qui le provoque. Si on est malheureux, c'est qu'on a une petite prison qu'on s'est bâtie nous-mêmes dans notre tête qui fait qu'on est destiné à subir et à pâtir. Et là, j'ai investi ça, moi, dans les personnages de l'enquête. Et il y a des personnages qui ont pris là, des chapitres et des chapitres. Et là, Ben Maurice, il dit, tu t'en vas où avec ça? Là? C'est pas important pour l'enquête. Ah! Mais moi, là, j'avais été très happée parce que là, tout à coup, j'étais dans un lieu intime avec moi. Puis là, à un certain moment, j'ai boudé pendant 2 mois parce qu'il voulait que j'enlève un personnage. Puis moi, je disais, non, mais ça prend un personnage idéaliste dans une enquête pour montrer l'impact. Tu sais, l'impact d'un crime, là, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui souffre autant que la première victime parce que tout a déclenché une révision de sa lecture du monde. Et là j'ai commencé à découvrir qui j'étais, puis je suis allée faire des classes d'écriture. On en a regardé beaucoup en ligne aussi parce qu'on était dans les 2 années de confinement. Et là, j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était que de se libérer des tabous en écriture, de savoir où puiser, comment ce qui nous tient le cœur, c'est ce qu'on va finalement projeter dans plein de nouvelles. Moi, j'ai répondu à des appels de concours parce que le temps que ça nous prenait de s'entendre là, sur une enquête policière, puis à quel rythme on dévoile quel indice, puis quel indice, et quel indice, j'allais faire des petits concours, puis là, peu importe le thème, peu importe le nombre de mots, ça finissait que j'investissais ce que je voulais dire sur l'impact de l'affiliation ou l'impact des représentations et des croyances. Fait que ça, je pense que plus vite on le fait comme auteur, pour être au clair avec soi-même, plus c'est plaisant parce que on ne fera pas semblant, là, ça fait partie de nous, mais on va jouer, puis on va aller placer ça dans un personnage, puis on va aller chercher une situation, on va étirer l'élastique. Donc, et puis la question de la rigueur du point de vue, mon Dieu, les 2 Alain, là, je suis avec vous de tout cœur. Moi, là, si après 10 pages, il y a des erreurs de point de vue, c'est fini. Je ferme le livre. Parce que là, j'en peux plus, là. Je veux savoir où je suis, puis je veux savoir à qui je m'attache, puis qui je veux défendre, puis qui je veux suivre dans l'histoire. Donc, ça, c'est un minimum, là, les amis auteurs. Il faut qu'ils comprennent bien guider le lecteur, parce que l'attachement au personnage, c'est la clé, c'est le contrat qu'on fait avec le lecteur. Donc, il faut toujours savoir où on est, dans la tête de qui on parle. Puis en tout cas, on s'entend là-dessus, mais je pense que quand on découvre nos propres propos, puis les rêves, à quelque part, on est dans notre propre subconscient, avec plus ou moins d'ouverture ou de fermeture. Puis ça nous révèle encore comment on est habité par certaines préoccupations, certaines valeurs, certaines blessures. Donc, c'est enrichissant pour ça parce que ça contribue à alimenter quel est le regard qu'on a sur la vie, sur le monde. Puis, moi, j'aime pour la première fois d'essayer d'écrire une nouvelle de science-fiction. Puis, j'ai trouvé ça assez interpellant parce que je me disais, ah, je pouvais inventer un monde idéal. Ben, ils ont encore mal à leurs croyances. Parce que c'est moi. Mais c'est fabuleux. On s'invente une vie, puis on invente des mondes. Il suffit d'une page, d'un écran, d'un clavier, puis écoute, ça coûte pas mal moins cher que faire un film, puis on s'amuse beaucoup. Oui. Bien d'accord. Bon, ben, je vais me permettre de répondre rapidement à ta question afin qu'on revienne à ton livre. Moi, c'était pas compliqué. Vous parlez toutes de rêve. Moi, quand je dors, je rêve pas. Mais je rêve réveillée. Donc, parlez-moi d'un sujet, n'importe quel. Je vais finir par me dire, ah oui, mais imagine si. Toutes mes idées partent de là. Imagine si. That's it, that's all. Fait que, on revient à Alain. On s'entend pas. Toujours spécifier quel Alain est important. Hein? Ouais. C'est le fameux, en fait, c'est le fameux AC. C'est la base de toute fiction, je dirais. Oui. Les meilleurs romans, je trouve, c'est ceux qui partent de la réalité. Un peu comme Alain fait,
puis qui dérape lentement vers autre chose. Évidemment, je ne parle pas du policier, là, parce que là, on reste dans la réalité, là, Ouais. mais quand on écrit dans le fantastique, quand on part d'une réalité puis qu'on dérape tranquillement, qu'on amène le lecteur, mais on y enlève le plancher dans dessous des pieds, c'est une saveur bien différente d'arriver puis d'avoir un monde complètement fantastique dès le départ. Plausible, oui, parce qu'il est ancré dans le réel, donc il y a un point de vue, il y a un attachement, il y a une reconnaissance. Puis comme tu dis, quand on y enlève le tapis sous les pieds, là, il ne sait plus, mais il se pensait savoir où il était, mais finalement, il ne sait plus. Ça frappe plus fort. Mais moi, j'avoue que l'écriture de nouvelles, je trouve ça comme débile. Je t'écoute en parler, Alain, je t'écoute en parler, lui aussi est dans les nouvelles. Puis, wow, que je vous trouve tellement extraordinaire d'arriver à faire ça. Je ne sais pas si Alain Lafont en a fait de la nouvelle. Alain Leclerc en a lu une, de ma part. OK. Le Gouffre. Je pourrais te la faire lire si tu veux, Pascal. Oui, j'en ai plusieurs. J'ai participé à des collectifs dont j'aime moins parler. Par contre, ça a été des expériences qui se sont révélées extrêmement désagréables. Okay. C'est la raison pour laquelle je suis extrêmement prudent avec qui je m'associe maintenant. J'aimerais ça d'avoir la chance de lire ça aussi. Je t'en enverrai une. Mais les nouvelles ont une saveur particulière parce que le punch est rapide. C'est comme la satisfaction court terme, c'est la satisfaction vraiment immédiate. On peut lire ça en très peu de temps. On a la conclusion assez rapidement, donc on n'est pas laissé en suspens trop longtemps. Mais moi, je ne sais pas, j'ai l'impression j'avoue, j'ai essayé, j'ai jamais réussi. Il manque. Ça dépend des goûts des gens. Puis, regarde, moi, je serais aussi curieux de voir Alain Leclerc développer un roman de 250 pages sur un seul thème et de le voir développer les personnages, la complexité psychologique d'un personnage jusqu'au bout d'où est-ce qu'il est capable d'aller. Ça, moi, je serais extrêmement curieux de voir ça. C'est en chantier. Alain Leclerc. Oui, il y en a en chantier. Oui. On a-tu des chances de le voir en 2025? Oui, parce qu'il fait partie d'un projet secret. J'ai bien hâte que ça soit disponible. OK. Un projet Alain Leclerc seulement ou un projet collectif encore? Collectif, mais de romans. OK. Je ne peux pas en dire plus, malheureusement. Non, mais tu sais, en tabarnouche. OK. On n'a pas le choix, on va attendre. Donc, dans le fond, 2025, ça va s'en venir assez vite. Oui. Mais juste toi, tout seul, tu n'en as pas en cours? Oui, en fait. Oui, non, les idées, ça ne manque pas. J'ai commencé avec 6 ou 7 romans que je n'ai pas complétés. J'ai écrit des romans, aussi 2 romans avec un pseudonyme, que je pense que juste Lou sait que j'ai dévoilé le nom du pseudonyme à Lou. Puis j'ai une histoire de fantasy, en fait, en roman avec un pseudonyme. Mais le trailer, c'est pas mal ce qui m'attire le plus pour le moment. Là. Un trailer en chantier. Pourquoi avec un pseudonyme? C'est-tu à cause du style du roman que tu n'étais pas sûr de vouloir être attaché? Ou... En fait, c'était parce que je faisais partie d'une plateforme littéraire qui s'appelle Fixia. Que j'avais participé à plusieurs concours, puis je commençais à avoir une petite renommée. En fait, c'était en France, la plateforme. J'avais été une fois en finale grâce au vote du public, puis une fois en finale grâce au vote du jury. Mais comme le soulignait un peu tantôt Alain Lafont, dans ces concours-là, dans cette plateforme-là, il y a beaucoup de « je te gratte le dos, tu me grattes le dos ». Fait qu'il j'avais une renommée, mais en même temps, il y a des gens qui aimaient pour aimer, pour que j'aille voter pour eux. Alors, au départ, le pseudonyme est arrivé seulement pour dire je veux faire un concours, mais je ne veux pas avoir aucune attache, être obligé d'aller liker rien. Je veux juste être un inconnu parce qu'il y a des gens qui likent juste parce que tu es populaire. Fait que c'était un défi pour moi. Puis je suis arrivé 13e en fait dans le concours, sur qu'il y avait à peu près 500 ou 600 personnes. Fait que pour moi, c'était un défi qui avait été relevé. Fait que c'est pour moi parce que l'écriture est toujours à la base. Il y a toujours les pièges de l'ego, je dirais.
que j'essaie d'éviter le plus possible, comme disait Alain tantôt, qui est d'ailleurs lui-même un exemple à suivre là-dessus. À Joliette, il a fait un super discours à la fin sur l'importance justement d'aider ses collègues, là. Puis ça, je l'ai bien compris. Puis je l'applique comme Lou le sait. Puis elle-même, Lou aussi, qui est très, très, très importante là-dedans aussi. C'est grâce à elle, beaucoup, que le premier 4 saisons de nouvelles a été publié. Alors, je profite de cette expérience-là, puis j'essaie de m'entourer de gens, justement, qui m'amènent vers le haut, mais de la bonne façon, là, pas du gratte-moi le dos, je te gratte le dos. Là. J'ai un ami Je qui pense disait qu'avec Alain et Lou, t'es gâté. Oui, absolument. J'ai un ami qui disait qu'on est la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Ce qui veut dire que si on côtoie des gens qui nous amènent vers le haut, on est cette somme-là, et si on côtoie des gens qui nous nivellent vers le bas, on est également cette somme-là. Donc, intéressant. Je le note. Attention, l'histoire va aller dans une autre direction. Calcule comme ça, les 5 plus proches. Est-ce que Alain ou Alain aurait des questions sur comme la chronique qu'Alain a faite? Mais je pense que ça, c'était pas mal clair. Ouais. On se pose nos questions pas mal au fur et à mesure qu'on en a, je pense. Ouais. C'est surtout moi qui ai des questions parce que moi, je les ai pas lues. Je suis la seule pas gâtée de la gang. Je sais pas pour Alain et toi, je sais que nous, on se connaît depuis un petit peu moins longtemps et on se connaît dans un contexte différent du premier contexte où est-ce qu'on se connaissait par personne interposée, là. Il a fallu que je te convainque un petit peu que j'étais pas méchant. Non, OK, c'est moi que tu parles. Oui, Pascal. Non, mais écoute, non, faut que j'explique le contexte et la joke, OK? Parce que quand j'ai présenté mon premier roman, Licorneum, j'ai été en seconde lecture, là, ou en tout cas, je ne sais plus trop comment ça fonctionnait. Et finalement, ils n'ont pas pris Licorneum, puis bon, ils ont pris Dreamwalker. Mais moi, je ne connais pas Alain, je ne l'ai jamais vu. Puis là, j'étais là avec les gens autour de moi. Je dis, je le connais pas, mais je l'aime pas. Puis là, je l'ai rencontré vite fait à Mont-Saint-Grégoire, puis à Joliette. Écoute, le speech que tu as fait à Joliette, j'ai dit, Colin, c'est comme, wow, quelle belle personne. Ensuite de ça, on s'est rencontrés au Salon du Livre de Montréal. On a jasé un petit peu, puis vraiment, là, ça a renforcé cette impression-là de vraiment, c'est une personne exceptionnelle. Moi, j'ai toujours en tête je peux plus te détester, merde. Oui. Je peux même plus le dire en joke. Je dis, OK, non, il est tellement. Puis le pire dans tout ça, c'est que tu as fait un live sur les romans noirs, je crois. Oui, avec Andra. Puis moi, j'ai pas pu le voir. Je suis arrivée dessus le lendemain et je l'écoute. Écoute, quand j'ai fini de l'écouter, j'ai appelé mon gars puis sa blonde. Puis là, j'ai dit, là, consolez-moi. J'ai l'impression d'être tellement une mauvaise personne. J'ai dit, toutes ces réponses sont parfaites. C'est-à-dire, tu peux pas compétitionner. Tu peux pas non plus dire, ben non, je l'aime pas, il n'y a aucune raison. Là, je peux même en joke, je peux même plus le dire. Je me souviens aussi d'Alain. On a 4 bonnes personnes aujourd'hui. Absolument. Je me souviens de Alain, moi, c'était épique. Une certaine soirée à l'UNEC, il y a eu un certain vote. Alain il était intervenu de façon pertinente, mais c'était un peu le chaos cette soirée-là. Ça, j'ai beaucoup rigolé, en fait. Mais Alain était très, très pertinent. Parce que pour 4 saisons de nouvelles, tome 1, j'ai été approché par une éditrice sans que je sache qu'elle lise le livre, parce qu'elle avait vu des trucs sur Facebook. Puis la première nouvelle, elle a beaucoup apprécié. En fait, la première nouvelle, c'est une nouvelle très, très personnelle, un peu émotive. Fait qu'elle pensait que je m'en allais dans cette direction-là. Mais la deuxième nouvelle, c'est Désir de vengeance. Ça devient très violent. Un tour de rodéo.
Oui, c'est très gore jusqu'à un certain point, mais ça dénonce la violence, justement. Puis elle n'a pas été capable d'aller plus loin à cause de la deuxième nouvelle, parce qu'il y avait une scène qui était pas capable. Elle disait, je ne cautionne pas ce genre de violence-là, alors que justement, c'était La dénonce. l'inverse. Ouais. C'est ça. Je la dénonçais, mais elle n'était pas capable de passer par-dessus le gore d'une scène très, très précise. Mais Moi, le meilleur commentaire, en fait, à part ceux de Lou, bien sûr, qui m'ont vraiment touché, et ceux d'Alain Lafont, j'ai une lectrice qui m'a écrit après une dizaine de pages, puis qui me donnait son ressenti sur chacune des nouvelles du premier tome. Puis elle m'a fait beaucoup rire parce que avant, elle m'a demandé si ça pouvait m'envoyer ça. J'ai dit, certain, c'est du bonbon pour un auteur d'avoir autant de ressentis. Mais ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'elle a dit, à cause de toi, j'ai oublié de mettre mon linge dans sécheuse, justement. Je suis parti, j'ai lu toute la soirée, puis le lendemain, ben, j'avais pas mes vêtements pour aller travailler parce que j'ai oublié de mettre mon linge. C'était le plus beau commentaire parce qu'elle a complètement décroché. Mais elle vivait des choses que ma première nouvelle était très, très personnelle, mais c'est ça, j'allais dire tantôt. Souvent, c'est quand on écrit des trucs très, très personnels qu'on touche universels. Tu sais, les thématiques communes à nous tous, même si c'est pas le même angle, même si on n'en vit pas carrément la même affaire, mais il y a une communauté, il y a une humanité qui nous ressemble et qui nous rassemble. Puis c'est un peu à ça que touchent mes nouvelles, là, sans faire de l'épate ou j'aime la belle prose, mais il faut qu'il y ait un ressenti aussi, comme disait Alain. Là. Lou, elle a une prose incroyable. Moi, j'apprends des mots à chaque fois que je lis ces trucs, mais elle a aussi un cœur derrière. Tu sais, c'est pas juste des belles phrases. Comme disait Alain, c'est pas juste avec la tête qu'elle écrit. Fait que c'est un peu ça. ça, les lecteurs le ressentent aussi. Ouais. J'ai eu des commentaires étonnants pour le premier recueil. Puis comme je suis quelqu'un qui doute, ben, le deuxième, j'ai peur un peu, mais j'y vais quand même. Tu sais. Mais moi, Parce je que suis les pas nouvelles. tapée sur la tête des jeunes qui commencent à écrire, mais Ouais. je pense qu'avec l'expérience vient justement notre vécu qu'on vient rentrer dans nos livres qui donne une saveur différente. Oui, parce qu'adolescent, je faisais des petits films au cégep. Et puis, c'est souvent La société, c'est caca. Là. C'est à peu près ça le film, en gros, en résumé. Puis maintenant, avec le recul, on dirait que c'est pas la société qui est caca, c'est que j'ai une part de caca en moi aussi qui contribue au caca de la société. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, j'ai eu un professeur qui a été très, très marquant pour moi à l'adolescence, Pierre Pajot, au Cégep Antique, qui 2 ans avant moi avait enseigné à Jean-Marc Vallée. Puis qui croyait beaucoup en moi, Pierre. Il voyait en moi un nouveau Jean-Marc Vallée. Moi, je me dirigeais vers ça, mais comme toujours, j'ai douté beaucoup. Mais qui a été très, très, très présent pour moi, que j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il m'a fait... j'ai fait la rencontre de plusieurs grands réalisateurs, en fait, en livre ou en film, grâce à lui, qui m'a aidé à développer une culture, tu sais, Bergman, Kurosawa, etc., là, que j'ai appris à apprécier à l'adolescence ou en fait au début de l'âge adulte, qui m'ont forgé aussi. Puis comme je disais tantôt, qui donne le vertige un peu. Tu vois un 8,5 de Fellini, tu fais comme wow. C'est comme film poétique, là, c'est dur à battre. Fait que c'est dur. Après ça, quand tu arrives pour écrire, tu as un peu le début comme non, ce que j'écris, c'est de la merde. Donc, j'ai toujours cette espèce de conscience qu'il y a des grands maîtres qui sont passés avant moi. Puis que je tends vers, mais que j'y arriverai jamais. Je trouve que cette quête-là me garde un peu les pieds sur terre. Ouais. Mais quand on est dans un processus de création, là, on est tous pris avec 3 voix dans notre tête, là. L'artiste, l'ingénieur qui dit « Est-ce que tu sais comment? » Puis le juge, pour qui tu te prends? Alors, et là, on jongle avec tout ça. Puis il y a des journées ou des mois complets, on est dans la tête du juge parce que, surtout après le premier jet, tu laisses reposer tout ça, tu reviens, tu dis, est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce que ça vaut la peine de mettre ça sur papier, de gaspiller un arbre? Puis, fait que ça, c'est l'histoire d'une vie. Puis, tout dépendant de comment on a vécu notre socialisation quand on était petit enfant, on va loin, on va toujours à l'attachement de qui nous a donné des encouragements au départ.
parfois, c'est le milieu scolaire quelqu'un qui est un ange gardien pour nous, mais ces 3 voies-là, toute notre vie, on va devoir les dompter. Puis on va naviguer entre ces 3. C'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai aidé quelques personnes à écrire des nouvelles en 2023. Puis la chose la plus difficile pour beaucoup d'auteurs qui débutent, c'est de terminer l'histoire qu'ils ont commencée. C'est très difficile pour eux parce que justement, il y a le juge qui rentre en pleine face, je dirais, puis qui fait comme ça, c'est de la merde, j'écrirai pas. Tu sais. Mais c'est complète ton histoire, termine ton histoire. Après, tu peux la peaufiner, la réécrire, la changer, la modifier. Mais terminer l'histoire, c'est la chose la plus difficile. Il y a une personne, entre autres, qui voulait m'envoyer sa nouvelle à mi-chemin. Non, je veux que tu m'envoies la totale, tu sais. Fait que je la poussais à terminer son histoire, peut-être bien contente. Mais c'est la chose. Pour moi aussi, c'est pareil. Ça a été très difficile. C'est quand j'ai osé, en fait, avec ma nouvelle Le jour où j'ai tué ma mère, que j'ai proposé un concours en France, Short Edition. Puis que c'est un concours au clic, encore une fois. Là, tu sais. Je n'étais pas connu sur la plateforme. Il y a des gens qui avaient 1000, 2000 clics de likes pour aller en finale. Moi, j'avais comme 50 clics. Je dis, je peux pas rien faire avec ça. Puis c'est le jury qui m'a propulsé en finale. Fait que c'était, encore une fois, c'est grâce à l'écriture, puis pas à ce qui est autour, tu sais. Fait que pour moi, ça a été là un vrai... c'est valorisant. Oui, un cautionnement, une validation. C'est vraiment comme ça que ça a commencé pour moi. Puis en plus, c'était pas au Québec, tu sais. Fait que c'était pas... j'ai fait mes gammes beaucoup en France dans des plateformes d'écriture. Au début, les Français sont certains Français sont très, très durs. J'ai eu des commentaires dessus, tu as des bonnes idées, mais écrit comme un pied. Là. Fait que ça a pris du temps avant, mais tu sais, justement, j'ai développé ma prose. Au début, tu sais, tu te caches dans un coin, tu es en boule, en suçant ton pouce, mais en fait, tu dis, OK, je vais m'en remettre derrière mon écran, derrière mon clavier. Puis à force d'écrire, tu sais, puis à force de présenter, partager, j'ai développé mon écriture. C'est très, très, pas évident. C'est pas de la poterie qu'on fait c'est comme, ça part de nous. Fait que c'est quand c'est dénigré, c'est très difficile. Mais quand ça connecte avec un lecteur, c'est incroyable. Là. Ça, je suis très, très content, très, très choyé de ça, d'avoir eu des retours extraordinaires. Au moins avec ça, c'est un petit mot que j'aimerais passer en même temps. Tous ceux qui nous écoutent, soyez jamais mal à l'aise d'aller envoyer votre commentaire aux auteurs. Oui, c'est juste. Puis, autant Lou et Alain ont parlé des 3 voix, le juge et tout ça. Il n'y a jamais 2 auteurs qui est pareil, il n'y a jamais 2 auteurs qui pensent de la même façon et soyez pas mal à l'aise si vous avez une autre façon de penser. Cet aspect-là, je le partage pas avec vous deux parce que j'ai pas cette voix de juge-là qui m'a rabaissé ou qui m'a retenu. En fait, si j'avais écouté la voix de tout le monde, je me serais jamais lancé parce que tout le monde m'a envoyé dans l'autre direction. Il a fallu, au contraire, que ma petite voix soit vraiment très positive pour que j'avance. Donc, heureusement que ma voix est positive sur mes épaules parce que je n'aurais jamais rien fait. Soigne bien l'artiste en toi. Bravo. Oui, moi, j'avoue que je n'ai pas de problème à finir un livre parce que je n'ai pas. J'ai pas le juge qui va me dire non, ça ne sera pas bon. Moi, c'est après. Une fois qu'il est fini, hey, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Là? C'est comme. Mais. J'ai même pas cet aspect-là. Moi, je finis d'écrire et j'ai écrit ce que j'aime lire. Donc, quand je me relis, puis les Dreamwalkers, je les ai relus plusieurs fois, là, autant pour la correction qu'une fois pour le plaisir comme lecteur. Mais je me détache de l'auteur qui l'a écrit, puis je le relis parce que c'est ce que j'aime lire. C'est ce que j'aimais chez les autres auteurs. J'ai utilisé des formules que j'appréciais. Donc, j'oublie. Mais je pense qu'on est meilleur si on écrit des choses qu'on aime. Ouais. J'espère. Ouais. Ben moi, en tout cas, je suis vraiment très contente de la soirée qu'on a passée. C'était fantastique. C'était vraiment à l'égal de ce que je m'attendais. J'ai adoré vous recevoir tous les 3. Bon, évidemment, Alain Leclerc et Lou. Bon, Alain pour la première fois, qui vit justement le pas de lecture en tant qu'auteur.
bientôt, ben, Alain Lafont, il y aura un livre où ça sera à son tour d'être l'invité d'honneur. Là, en attendant, je vais passer tout le monde. Je vous donne une dizaine de minutes pour parler de ce qui s'en vient pour vous autres, que ce soit les événements, que ce soit le roman. C'est à votre choix. Donc, je vais vous passer un après l'autre. Je vais terminer avec Alain Leclerc. Je vais commencer avec Alain Lafont. Il n'y a pas un moment donné où c'est les dames d'abord? Aucun problème. Lou, tu veux-tu commencer? Bien, là, présentement, pour quelques mois, depuis quelques mois, c'est le Salon littéraire Drummond qui nous occupe à temps plein, mais quand même pas mal de logistique. Puis, on est dans plusieurs collectifs. Donc, on vient de finir chacun un texte, là, Ben Maurice et moi, dans Écho de l'imaginaire. Donc, c'était notre première tentative d'explorer science-fiction. Dans mon cas, j'ai la structure pour en tirer un roman. Donc, ça, c'était clair avec la coordonnatrice, là, Marilyn Laurando, que je faisais le format nouvelle, mais qu'après, je poursuivais. Puis, c'est sérieux parce que j'ai besoin de 2 chansons qui sont très importantes dans la construction des personnages. Puis, j'ai demandé les droits là, aux deux artistes. Ensuite, avec Alain Leclerc, Cœur des ténèbres, il collabore avec Julien Léon puis Anthony Gallego. Donc, Ben et moi, on fait chacun une nouvelle. D'ailleurs, aussitôt que le salon littéraire termine, on s'en va en retraite d'écriture pendant une semaine. Là, on se coupe de tout pour essayer de faire... On a 3 textes à faire d'ici le 30 juin. Moi, mon 3e texte, c'est pour Zone 24 avec Jody Coyello. On a fait une expérience l'année dernière, puis j'ai levé la main pour en faire un autre. Et ça, c'était des beaux cadeaux quand Alain disait c'est important parfois d'entrer dans des réseaux. C'est des projets qui nous mettent en collaboration avec des auteurs de la Belgique et de la France. C'était inespéré. On n'aurait pas trouvé le chemin autrement que par ces projets collectifs. La 2e enquête policière, toujours avec le tandem Sophie Hart et le psychiatre Phil Goggin. Le plan est fait. Ça fait plusieurs fois qu'on consacre une semaine complète d'écriture à peaufiner. On écrit avec la méthode du scénario télé parce que là, on a compris qu'il fallait qu'on s'entende tous les deux sur le rythme, le dévoilement des indices avant d'écrire 3 fois la version du roman. Donc, ça, c'est pas mal pour l'horizon 2025. Bon, en parallèle du salon littéraire, on a ouvert un organisme à but non lucratif parce que les subventions sont là pour la médiation culturelle davantage que pour la création littéraire. Donc, on prend ce chemin-là c'est un plan stratégique qu'on s'est donné sur 3 ans. Donc, on se permet quand même de faire des belles expériences avec des auteurs sur des projets d'écriture, des projets de lecture publique aussi, d'interprétation scénique de textes. En tout cas, on s'amuse à temps plein maintenant qu'on est à la retraite tous les deux. C'est pas mal ça. Merci, Lou. Donc, on va passer à Alain Lafont. Ça va être à ton tour de nous parler de ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient, c'est pour la première fois depuis plusieurs années, je vais avoir une nouvelle publication qui est prévue pour le 31 octobre. C'est le titre préliminaire et le facteur Varlon. Derrière, je devrais recevoir d'ici une journée ou 2 la dernière correction de mon texte. Les gens, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. J'ai été comme tenu assez loin de la scène littéraire pendant plusieurs années à cause d'une blessure au niveau du cou. Donc, le paysage littéraire a changé énormément dans les quelques années. Il y a eu la pandémie, il y a eu des nouveaux auteurs. Il y a eu une rotation au niveau des auteurs qui est incroyable. Il y a eu tout le marché indépendant qui s'est développé et dont la vision a changé aussi. C'est devenu tellement facile de publier par Amazon qu'on a une flopée d'auteurs qui ont avec un niveau de qualité qui est complètement puis ça se veut pas une insulte, là, mais qui est inégal d'un auteur à l'autre parce qu'évidemment, il n'y a pas 2 plumes identiques et il n'y a pas le même travail éditorial qui est fait sur. Donc moi, j'arrive dans tout ça, là, puis c'est comme je dois me remettre à jour un petit peu dans
dans mon niveau. Les dernières activités littéraires que j'ai fait, les gens, j'ai reconnu mon lectorat. Mon lectorat est revenu me voir. C'était extrêmement plaisant. Mais j'ai compris rapidement que tant que j'ai pas ce nouveau titre-là entre les mains, c'est pas évident de lire. Je suis à la 4e réimpression de Dreamwalkers, la 3e publication. Donc, ça a été épuisé 3 fois en tout. Il y a quand même pas mal de gens, pas mal de lecteurs qui côtoient les activités, qui ont déjà mes livres en main. Mon objectif en ce moment, c'est d'aller rejoindre les lecteurs qui, justement, sont difficiles à rejoindre parce qu'ils ne sont pas dans les activités littéraires. Le Facteur Vorlon va être lancé au mois d'octobre. C'est un suspense fantastique qui va se diviser en 2 tomes parce que c'est un autre brique de 600 pages. Donc, question technique, on l'a mis en 2 tomes là, pour la rentabilité, pour que ça soit possible de le publier. J'ai bon espoir que ça va être un succès à la hauteur de Dreamwalkers. Les activités littéraires, j'ai fait une pause au printemps pour plusieurs raisons personnelles. J'avais aussi des enjeux personnels, là, un deuil à faire à travers tout ça. Mais j'ai l'intention de les reprendre progressivement au courant de l'été et surtout particulièrement à l'automne, là où ça va revenir vraiment à l'avant-plan. Fait que mes projets sont un peu plus réduits pour le moment, là, mais ça s'en vient, là, ça va être annoncé sur ma page web pour ceux qui me suivent. Merci, Alain. Puis en même temps, je vais en profiter pour annoncer que le pod de lecture à la fin d'octobre va justement être avec Alain Lafont. Il est déjà cédulé, c'est enregistré dans l'agenda. Donc, on va le retrouver. Ça va être son tour de venir passer. Mais ça, là, je veux dire à Pascal là, que son idée de sa chaîne de réciprocité, là, c'est vraiment une belle plus-value. C'est une signature. C'est vraiment plaisant parce que, comme moi, elle me fait jouer tous les rôles. J'adore ça. Là, je suis contente là, de savoir qu'Alain va avoir son tour. C'est comme très organique, mais en même temps, tout est dans tout. C'est tout le temps parfait, là. Fait que oui, octobre, on va écouter ça avec grand intérêt. Je vais me permettre un commentaire, Pascal. Oui. Je parlais d'ego tantôt. Toi, tu es un peu plus nouvelle dans le milieu. Moi, ça fait quand même, j'ai de l'air vieux comme ça, mais ça fait quand même depuis 2012 que je suis dans le milieu littéraire. Tu es plus nouvelle, mais il y a des vieux de la vieille qui auraient intérêt à prendre exemple sur ta bienveillance, ce que tu fais pour donner de la visibilité aux autres, alors que tu es nouvelle dans le métier aussi. C'est tout à ton honneur et puis je pense que ça mérite d'être souligné. Mais merci, mais je me dis, ben, ce que je fais, c'est que j'ai tellement le plaisir de rencontrer des auteurs d'un petit peu de toutes les catégories. Fait que c'est tellement un plaisir pour moi de faire ça, là, que j'ai l'impression que c'est moi qui se gâte plutôt que le contraire. Ça fait du bien à tout le monde, je pense, parce que autant de nouveaux qu'anciens, je veux dire, on est tous à la recherche de la promotion, puis le marché a explosé dans les dernières années. Les gens n'en ont pas conscience parce que ils sont dans le milieu. Moi, le fait que j'ai été retiré, je suis revenu au Salon de Montréal, les gens, il y a 3 ans, là, ils partaient avec un sac de livres, 8, 10, 12 livres. Là. C'était pas il y a 3 ans, il y a à peu près 5 ans. Ils partaient avec 8, 10 livres. Là. Ils venaient avec un budget, puis ils faisaient toutes les rangées. Aujourd'hui, les gens sortent du Salon du livre avec 2 livres et 18 photos de suggestions de cadeaux ou de livres qui vont emprunter à la bibliothèque. Le marché n'est plus le même. La compétition non, mais on est en pleine récession. Il y a c'est plus dur. Au-delà de ça, le nombre de publications a explosé également. Ouais. Oh, c'est sûr que si tout le monde peut avoir sa place, moi, dans l'idéal, je ferais un podcast comme ça à tous les jours, là, mais c'est ça. Entre écrire, puis travailler. Ben, une fois par mois, c'est quand même pas si pire. J'aimerais ça monter à 2 par mois, là, mais on y va un pas à la fois. C'est déjà une très belle. Merci, Alain. Bravo. Donc, Alain, ça va être à ton tour.
Et voilà. Oui, ben merci pour l'opportunité. En fait, ce qui s'en vient pour moi, ben comme Lou disait, oups, le petit crayon qui passe devant l'écran. Il y a l'écho de l'imaginaire aussi. Je fais partie de ce recueil-là qui sort la semaine prochaine. Il va y avoir un événement pour la sortie. J'ai une nouvelle qui parle du dernier spectacle du magicien célèbre Harry Houdini dans ce recueil-là. En avril aussi, il y a un certain salon du livre à Drummondville. Je participerai à ce salon avec à ma table une charmante dame qui... Quel bel adon! J'ai regretté de ne pas être là. La deuxième édition promet. Martin Michaud en vedette, Lou et Ben, ils ont travaillé d'arrache-pied pour nous donner un salon vraiment exceptionnel. J'ai très, très hâte d'y participer. Je participe aussi, en fait, je l'espère, à Zone 24. J'ai participé l'an dernier avec Lou à Zone 23, le recueil qui sortira en France et en Belgique et au Québec. Avec une nouvelle cette fois-ci que j'ai soumise au comité de lecture. Dans celle-ci, je parle d'un héros québécois qui s'appelle Léo Major, qui est peu connu, mais c'est un militaire québécois qui a fait des grandes choses, qui malheureusement, on connaît très peu son histoire. J'ai mon angle sur une partie, sur la libération de Zwolle aux Pays-Bas. C'est là-dessus que traite ma nouvelle. Je participe, en fait, je suis un des co-organisateurs de Cœur des Ténèbres, qui est un recueil de nouvelles qui sortira en automne prochain, grâce à l'invitation de Julien Léon et de Anthony Gallego, qui sont vraiment deux auteurs formidables qui m'ont invité. On est une belle équipe. Ça va être super, cette organisation-là, de ce recueil-là, est vraiment singulière. Je serai aussi au Salon du Saguenay, Salon passager. J'aurai la chance, j'ai invité un ami français qui s'appelle Vincent Aoui, qui est un auteur avec lequel j'ai participé à des concours en France sur fiction, entre autres. Vincent a gagné le concours de thriller il y a quelques années et habite maintenant au Québec, au Saguenay, justement. Et là, je veux l'intégrer dans notre gang en bon français. Vincent a écrit le Tricycle rouge, entre autres, qui a vendu plus de 100 000 exemplaires. Qui est maintenant édité avec HarperCollins. Fait que c'est un auteur dont la prose est extraordinaire. Vraiment, encore une fois, je vais m'entourer de gens beaucoup plus talentueux que moi. Sa prose se rapproche de celle de Lou un petit peu. Alain est aussi concepteur de jeux vidéo avec une efficacité dramatique intéressante. En juin, je fais partie de l'organisation du Salon passager de Montréal qui aura lieu à la Casa d'Italia. La Casa d'Italia sur Jean Talon. On est déjà 50 auteurs d'inscrits. Des belles surprises nous attendent là-bas. J'organise aussi le Salon passager de la Montérégie qui aura lieu en automne prochain. Comme Lou, j'aurai aussi une participation aux ateliers de minuit. J'ai bien hâte. C'est des ateliers sur l'écriture de nouvelles d'horreur et de fantastique. Et au final, je dirais, lisez aux gens qui nous écoutent, lisez Lou Bénédicte, lisez Alain Lafont, lisez Pascal et lisez Alain Leclerc si vous voulez bien. Lisez-nous finalement. En lisant des genres et des écritures différentes, ça nourrit beaucoup, je trouve. Moi, j'ai découvert des super plumes depuis 1 an, puis des super individus, dont ceux qui sont présents ce soir. Et en finissant, je vous remercie. Je te remercie, Pascal, pour l'invitation. Ça a été super. Bienvenue. Mais là, j'ai une dernière question à poser. D'habitude, je la pose avant et j'ai eu tellement de plaisir, je l'ai oublié. Mais Alain, où est-ce qu'on peut se procurer tes 2 recueils de nouvelles? Mes 2 recueils sont disponibles sur Amazon directement. Si je pourrais mettre le lien en commentaire lorsque le pod sera disponible. Donc, c'est 4 saisons de nouvelles, tomes 1 et 2.
Et j'ai fait partie de plus d'une dizaine aussi de recueils divers, dont certains sont encore disponibles, comme l'Infernale Pureté, volume 2, etc. Toujours sur Amazon. Toujours sur Amazon. On peut visiter ma page d'auteur ou ma page personnelle, là, Alain Leclerc Perso, sur Facebook. Je ne fais pas vraiment de distinction entre la page personnelle et la page auteur. Moi, j'aime ça promouvoir mes trucs un peu partout. J'ai pas de structure pour l'instant, ça s'en vient. Il y a des choses qui se préparent, comme je dis, des projets secrets. Mais on peut donc se procurer mes œuvres sur Amazon. Excellent. Dernier petit mot que je rajoute à chaque fois. Pour les romans qui sont disponibles sur Amazon, n'oubliez pas, quand vous avez apprécié votre lecture, d'aller commenter sur achat vérifié parce que Amazon ne tient compte que de ces votes-là pour justement promouvoir le livre de l'auteur. Donc, ça aide beaucoup. Donc, allez-y sur achat vérifié. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à ça? Absolument. C'est d'autant plus important de commenter les livres que vous appréciez parce que l'être humain étant ce qu'il est, on a tendance à commenter sur tout ce qu'on n'apprécie pas, mais sachez qu'un livre qui a un seul commentaire très négatif va sortir dans les recherches avant un livre qui n'a aucun commentaire, parce que lui, au moins, il a été lu. Donc, si vous avez un commentaire, privilégiez celui que vous appréciez plutôt que de faire de la publicité pour celui que vous n'appréciez pas. Bon point. C'est très, très, très bien dit. Donc, merci encore à vous trois. Exceptionnellement, le podcast sort avant le Salon du livre de Drummondville. Donc, on vous y attend presque tous. Il y a juste Alain Lafont qui ne sera pas avec nous autres cette année. Promis en 2025. En 2027? 25. 25, c'est OK, j'avais mal compris. Tu vas avoir ton livre, là. Oui. Fait que venez nous voir. Alain Lafont, ben, vous pouvez trouver ses livres pas mal partout en librairie et chez Walmart, d'après ce que j'ai compris. Je pense que si je les veux, c'est ce que je vais faire, puis j'attendrai de le voir pour les faire dédicacer. Même chez Jean Coutu, en fait. Ah, OK, même là. Moi, c'est vrai, Goélette sont là aussi. Puis Lou, puis Alain Leclerc, ben, vous allez les trouver sur Amazon. Puis, ben, bientôt, moi aussi, je m'en viens sur Amazon avec une certaine série qui se termine cette année. Donc, je m'en viens avec plus bientôt, avec ma nouvelle maison d'édition, les éditions, non, pas les éditions éphémères, parce que je souhaite vous voir plus souvent dans les gros salons. Donc, sur ce, merci Alain, merci Lou. Choisissez quel Alain, ça marche pareil. Puis, ben, bonne écoute à tout le monde. Donc, on se revoit le mois prochain avec une nouvelle autrice. Bonne soirée à vous trois.